Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors Emmanuel Macron nous avait annoncé la fin de l'abondance, on peut dire que là on est servi. Plus que jamais, les matières énergétiques rappellent leur nécessité à notre souvenir. Alors côté électricité, les centrales qui n'ont pas été fermées marchent au ralenti. On nous annonce une limitation de chauffage, de lumière municipale, des coupures d'énergie dans nos maisons, les piscines municipales qui ferment. Une police de l'énergie également est envisagée. Alors côté gaz, le gaz est également devenu une denrée limitée, importée, rappelez-vous, notamment depuis la Russie. Traditionnellement, depuis la Russie, on va dire, nous avons appris à nous tourner vers le gaz, désormais le GNL américain, le gaz azerbaïdjanais, pour des raisons de valeur, de liberté, de valeurs fondamentales. Avec le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, le retour à la manne russe, comme l'auraient peut-être souhaité les Allemands, est désormais sérieusement rendu compliqué. Et c'est à nous, Français notamment, de compenser les besoins de l'Allemagne, alors que nous-mêmes serons en déficit d'ici quelques mois. Alors l'essence est également en pénurie en France, dans au moins un tiers des stations-service, en plus, selon le patron de Système U. Mais bon, selon Olivier Véran, il n'y a pas de pénurie, donc on peut lui faire confiance. Les Français qui n'ont plus d'essence pour se déplacer en voiture sont heureux d'apprendre les paroles, de boire les paroles d'Olivier Véran. Si le problème des stations essence s'explique, lui, principalement par une question de grève de Total Energy et ExxonMobil dans les raffineries, on a tous suivi également l'explosion samedi du pont de Crimée, reliant la Crimée à la Russie, explosion visant évidemment une infrastructure symbolique, mais un train qui roulait là, un train transportant du carburant. Alors on peut dire que là, l'énergie est aujourd'hui clairement le nerf de la guerre. Mais de quelle guerre? Sur la scène nationale comme internationale. Alors quels sont les dessous des cartes et quels sont les enjeux énergétiques qui nous permettraient de mieux comprendre finalement les tensions actuelles? C'est le sujet qu'on souhaite aborder dans cette table ronde. Et pour ça, je suis très heureuse d'avoir mes deux invités. Bonjour Samuel Furfari. Bonjour. Vous êtes professeur en géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles et docteur en sciences appliquées. Nous sommes également avec Fabien Bouglet. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Clémence Odiakova. Bonjour, vous êtes expert en politique énergétique et auteur de ces deux livres, Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher et Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. Alors peut-être pour commencer, on va dresser avec vous un tableau d'ensemble en fait de cette tensions énergétiques et derrière comprendre aussi est-ce que ces tensions énergétiques peuvent provoquer certaines crises, voire certaines guerres. Fabien Bouglet pour commencer. Écoutez, ce qui est clair, c'est que on voit bien au travers de l'évolution des événements militaires et des événements géopolitiques de ces derniers mois que la crise énergétique qui avait été entamée avec la reprise post-Covid, couplée aux problématiques de baisse notable de production d'électricité des renouvelables, est en train de se transformer. Alors, il faudra analyser parce que c'est toujours pareil. On a beaucoup de données. Il faut qu'on les intègre et qu'on en fasse une synthèse. Mais cette guerre est en train de se transformer en un conflit énergétique mondial majeur. Je crois que là-dessus, mais on avait une crise énergétique avec un choc gazier qui avait commencé en 2021, qui n'était pas lié à la guerre. Je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Même Vladimir Poutine, l'autre jour, l'a précisé dans un de ses discours en disant la guerre énergétique que nous connaissons, la crise énergétique, est liée au pacte vert, est liée au déploiement des énergies renouvelables en Europe. Et cette crise et ce choc énergétique est en train progressivement de se transformer en guerre énergétique, où on voit bien que aucun des combustibles, aucun des modes de production d'électricité n'est à l'abri d'offensive ou de combat ou de lutte ou de sabotage ou de bataille. Voilà, je pense par exemple au hackage des 7000 éoliennes qui ont été hackées par des informaticiens russes il y a quelques mois, dont on a assez peu parlé, le dynamitage de la centrale au combustible fossile ukrainienne suite à la contre-offensive ukrainienne dans les territoires du Donbass, ou la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui est vraiment au cœur de ce conflit, du sabotage de Nord Stream 1 et de Nord Stream 2, des opérations
de terrorisme économique contre les centrales nucléaires françaises, hein, puisqu'on parle des problèmes de disponibilité des centrales nucléaires, mais on ne parle pas des opérations de sabotage qui ont été menées depuis de nombreuses années. Et au fond, finalement, cette guerre de l'énergie que nous connaissons avait ces soubassements qui étaient bien antérieurs à ce que nous connaissons aujourd'hui. En fait, on est en train de voir apparaître ce qui, de manière impressionniste, existait depuis des années et qui est en train de se concrétiser aujourd'hui. Et que, par naïveté, incompétence ou corruption, nos gouvernants n'ont pas su voir, n'ont pas su anticiper par, je dirais, leur incompétence crasse et leur naïveté absolument considérable. Alors hier, il y a quelques jours, ils étaient en panique dans les instances de l'Union européenne parce que, évidemment, aujourd'hui, ils savent plus. Et de sources gouvernementales, enfin, du moins dans mes contacts ministériels, on apprend que, effectivement, on a tellement libéralisé, là je parle de la France, on a tellement libéralisé le système électrique français que on ne sait plus où sont les leviers de pouvoir. Donc le gouvernement ne sait plus où agir pour récupérer le pouvoir sur la souveraineté énergétique et souveraineté politique de l'énergie. On est vraiment dans une situation ubuesque et lamentable, je dirais, même lamentable. Samuel Furfari, vous qui êtes professeur en géopolitique de l'énergie, c'est quand même passionnant, la géopolitique de l'énergie, on est au cœur du sujet. Est-ce que cette géopolitique, vous l'aviez déjà sentie aussi cristallisée qu'aujourd'hui, ou est-ce que vraiment aujourd'hui on sent que toutes ces questions énergétiques se cristallisent autour de crises internationales ? Il y a 110 ans que la géopolitique de l'énergie existe. Ça a commencé en 1912, lorsque Winston Churchill a convaincu l'amiral Fisher qu'on avait besoin, enfin les Britanniques avaient besoin de pétrole pour gagner les guerres, parce qu'avant les bateaux de guerre fonctionnaient au charbon. Et vous imaginez le poids, la difficulté, etc. Et c'est comme ça que le roi Charles V a signé un décret le 2 août 1912 pour que les Britanniques aillent au Moyen-Orient prendre du pétrole. Et c'est pour ça que les Français ont été des grands naïfs lors des accords de Sykes-Picot, parce que les Britanniques ont pris toute la partie de l'ancien empire ottoman pour là où il y avait du pétrole, tandis que les Français se sont contentés des endroits où il n'y avait pas de pétrole. Vous voyez que la politique, ça remonte loin. Et donc, penser qu'on découvre aujourd'hui la question de l'énergie, c'est naïf. Cette question de l'énergie a toujours existé. Pourquoi ? Parce que l'énergie, c'est la vie. On ne peut rien faire sans énergie. Lorsque vous avez pris votre petit déjeuner ce matin, ce n'est pas par gourmandise, c'est parce que le corps a besoin d'énergie. Et notre système a besoin d'énergie. Tant et si bien que lors de la conférence de Messine qui lançait la création de l'Europe après le traité CECA en 1955, les fondateurs de l'Europe, les 6 fondateurs de l'Europe ont dit « Il n'y aura pas d'avenir sans énergie abondante et bon marché ». Et depuis 1955 jusqu'à il y a quelques années, c'était le leitmotiv à la Commission européenne « Il nous faut de l'énergie abondante et bon marché ». Et puis, brusquement, l'accord de Paris a mis tout ça à la poubelle et on a dit « Maintenant, c'est fini, on ne s'occupe plus de sécurité d'approvisionnement énergétique ». On n'a pas besoin d'énergie, ce qu'il nous faut, c'est décarboner et sauver la planète. Et à partir de ce moment-là, on a mis tous les œufs dans le même panier en disant on arrête la production d'hydrocarbures en Europe. Vous voyez que la France a interdit la production de gaz de schiste, mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on importe du gaz de schiste des États-Unis. On a dit on va tout faire. On va tout faire aux renouvelables quand les renouvelables en fait ne représentent que 3%, il faut le répéter. Hein. L'éolienne et le solaire ne font que 3% de notre consommation d'énergie. Et je crois même que les éoliennes sont de moins en moins efficaces, nous rappelait Fabien Bouglet une dernière fois. Alors, Monsieur Bouclé a très bien résumé la situation. Il y a juste une chose où je voudrais préciser, lorsqu'il a mentionné de libéralisation du marché de l'électricité. Ce n'est pas vrai qu'il y a eu une libéralisation du marché de l'électricité. C'est faux. EDF est contrôlé par l'État
et va devenir maintenant tout à fait nationale. Et c'est la même chose dans tous les pays. Il n'y a pas de libéralisation du marché de l'électricité. C'est exactement le contraire. Il y a des monopoles étatiques. Ce qu'on a fait, c'est ouvrir les règles du marché. Aux concurrences européennes. Oui. Et donc, EDF peut vendre de l'électricité en Italie, en Belgique, mais ça n'a rien à voir avec la libéralisation. C'est un terme qui n'est pas approprié, mais qui transparaît partout. Et donc, c'est vu comme une réalité, mais c'est faux. Il n'y a pas de libéralisation. Et c'est précisément pour ça qu'il y a un gros problème, parce que les États contrôlant les entreprises électriques ont décidé qu'il fallait tout faire avec l'électricité renouvelable. Et c'est de là que vient la difficulté. On a dit tout renouvelable, pas de nucléaire, et on est vraiment dans une grosse difficulté aujourd'hui. Alors, Samuel Furfari, Fabien Bouglet, on continue d'en parler. Il est 8h pile sur ligne droite et c'est l'heure de faire un point sur les informations. Vous avez dit, Samuel Furfari, que l'énergie, c'est la vie. On va voir ensemble aussi pourquoi c'est la guerre. Mais d'abord, les informations. Ligne droite. La table ronde. Oui, l'actualité ne cesse de se rappeler à nous et de rappeler surtout l'importance de ces matières énergétiques. Alors, on parle de l'attaque de la centrale Zaporijjia, des pénuries d'essence, du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, donc le gaz venant de Russie. Voilà, l'actualité est très très fournie évidemment et c'est pour ça qu'on en parle avec deux experts du sujet. Samuel Furfari, professeur en géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles et docteur en sciences appliquées, et Fabien Bouglet, expert en politique énergétique et auteur de ces deux livres, Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher et Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. Alors, je voudrais reprendre avec professeur Furfari, puisque vous avez commencé à dire l'énergie c'est la vie, et ça fait bien longtemps que finalement la géopolitique de l'énergie existe. Et évidemment, si l'énergie c'est la vie, ça peut être également les raisons de guerre. Et c'est là également où je voudrais en venir. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la guerre énergétique se superpose aux crises que nous vivons aujourd'hui, ou est-ce qu'elle est même primordiale? Est-ce qu'elle est majeure dans les guerres que nous voyons, notamment sur la scène ukrainienne? Il faut distinguer le passé avec aujourd'hui. Dans le passé, par exemple, les crises pétrolières des années 70 étaient dues à un contrôle des pays arabes sur la production pétrolière. On est sorti de différentes façons, d'abord en développant le nucléaire et ensuite en produisant du pétrole et du gaz en mer de Nord. Oui. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas de pénurie. C'est peut-être paradoxal, mais le monde est abondant en pétrole, en charbon, en gaz. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est qu'on a négligé les infrastructures. On a dit on n'a plus besoin de cela, et donc on a construit très peu d'infrastructures, et dans certains pays, même pas du tout. Quand vous pensez que l'Allemagne n'a même pas construit un terminal gazier. Alors, forcément que l'Allemagne se trouve en difficulté, mais ce n'est pas dû à M. Poutine, c'est le choix de l'Allemagne de ne pas avoir construit un terminal gazier. Donc, la guerre, elle vient tout simplement parce que M. Bouglet l'a dit avec des mots plus durs, mais tout à fait corrects, les gens ont été vraiment naïfs. Les politiciens ont été naïfs de penser qu'on allait tout faire avec des renouvelables. Et donc, on s'est mis vraiment dans un pétrin qui va nous pénaliser pendant des années au niveau de l'Union européenne, non pas à cause des guerres de M. Poutine ou bien des pays arabes, mais à cause de l'écologisme qui a dit « c'est terminé, on ne veut plus d'énergie fossile ». Vous savez, aujourd'hui dans le monde, l'énergie fossile représente 82%. Et en Europe, elle représente 75%. Vous ne pouvez pas dire que du jour au lendemain, tout cela va disparaître. D'autant plus que sur les 10 dernières années, dans les pays en développement, ou plutôt les pays en croissance, disons, la part des énergies renouvelables sympathiques ne représente que 20%. Ce qui veut dire que la croissance de la demande dans les pays en développement, 80% est due aux énergies fossiles. Ce qui veut dire que le gouffre entre énergie fossile et renouvelable augmente et non pas diminue. Donc voilà la guerre. La guerre, elle est chez nous. C'est nous qui avons inventé cette guerre en disant on ne veut plus d'énergie abondante, on ne veut plus d'énergie bon marché, on ne veut plus de nucléaire, on ne veut que du renouvelable.
Alors c'est très intéressant, professeur Furfari, mais alors si je vous donne l'exemple, si on rappelle cette information que l'Allemagne commençait à vouloir renégocier avec la Russie au moment où le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 sont arrivés. Est-ce que là, on voit bien que ces enjeux énergétiques et cette guerre dont vous parlez qui se passe finalement en interne, au niveau national et sûrement au niveau européen avant tout, est-ce que finalement là on voit qu'elle se transpose sur la plateforme internationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. La grosse erreur est de penser que le gaz sert à produire de l'électricité. Ce n'est pas vrai. 70% du gaz est utilisé pour chauffer. Et donc, en Allemagne, ils ont la possibilité de produire de l'électricité. Ils peuvent ne pas arrêter les centrales nucléaires. Ils peuvent produire un peu plus de lignite pour faire de l'électricité. Par contre, leurs usines fonctionnent au gaz. Oui. Et les Allemands doivent se chauffer au gaz. Cet hiver, il y aura une catastrophe en Allemagne. Parce qu'on ne saura pas chauffer les maisons et on ne fera pas fonctionner les industries chimiques. Conclusion, ce n'est pas impossible que ce que vous venez de dire soit la réalité, que les Allemands étaient prêts à négocier de nouveau l'importation de gaz via le Nord Stream. Ce n'est pas impossible que quelqu'un ait fait sauter le gazoduc pour ne pas qu'on en arrive là. Parce que franchement, de nouveau, c'est incroyable de pouvoir vivre sans énergie. Et l'Allemagne va souffrir énormément. Et la conséquence, c'est que toute l'Europe va souffrir à cause de cela, puisque c'est le moteur économique de l'Europe. Donc oui, vous avez raison, il y a là quelque chose d'étrange. Oui, et finalement, les enjeux énergétiques nationaux, notre propre guerre finalement entre le combustible et le renouvelable, se téléportent, on va dire, sur la scène internationale aujourd'hui. Fabien Bouglet. Oui, en fait, il faut comprendre qu'il y a une superposition de plusieurs conflits géopolitiques. Vous avez d'abord la volonté américaine de vouloir séparer le reste de l'Union européenne, le reste de l'Europe, de la Russie et de Vladimir Poutine. Donc, comme Gerhard Schröder, avec l'Energiewind 2, avait fortement développé les renouvelables, comme on l'a dit, et le complément au gaz russe, représentait 65% du gaz russe, pendant des années, d'où les constructions de Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Je l'avais écrit d'ailleurs dans mon livre sur le nucléaire tout récent. Il y avait une vraie volonté de la Russie, qui avait d'ailleurs financé WWF, les associations environnementales, pour faire en sorte que Nord Stream soit accepté et pour continuer à empêcher l'Union européenne de développer le modèle nucléaire pour un modèle d'Energiewind 2. Eh bien, la Russie a mis en place un système pour contrôler l'Europe, et les États-Unis voyaient d'un très très mauvais œil, mais ça fait des années, le fait que justement il y ait cette liaison Europe et Russie, et profite entre guillemets de cette situation pour créer une rupture politique et géopolitique entre la Russie et le reste de l'Union européenne. Et en même temps, il y a un autre conflit que l'on évoque moins, c'est celui de l'Allemagne qui, avec son allié russe, voulait contrôler et devenir le hub de distribution de l'énergie en Europe, en contrôlant la distribution du gaz avec Nord Stream 1 et Nord Stream 2, et en contrôlant l'industrie de l'énergie, des renouvelables, des éoliennes en particulier, puisque ça représente 200 000 emplois en Allemagne. Donc, comme simultanément, et le professeur Furfari en a parlé tout à l'heure, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne faut jamais oublier, ça c'est un autre volet du conflit de guerre que nous connaissons, il ne faut jamais oublier que l'Union européenne qui a été créée avec le traité de Rome, qui est le soubassement de la création de l'Union européenne, a été créée simultanément avec le traité de Rome et le même jour avec le traité Euratom de partenariat sur l'industrie nucléaire. C'est-à-dire que le professeur Furfari l'a rappelé tout à l'heure, qui est justement la création d'une électricité abondante par l'industrie nucléaire. Et l'Allemagne, voulant jouer cavalier seul, voulant faire profiter de son industrie des renouvelables et ayant ce désir et ce dessein de contrôler le système énergétique européen, le contrôle du système énergétique européen ayant pour
vocation finale le contrôle politique de l'Union européenne, eh bien, a outrepassé, je dirais, une des fondations essentielles de l'Union européenne, qui est l'industrie nucléaire, et a mené des opérations de sabotage géopolitique et de sabotage politique de notre nucléaire, et ça c'est prouvé avec des financements d'ONG environnementales type WWF, dont on a parlé, ou Greenpeace. Et ces opérations de sabotage du nucléaire français avaient pour vocation de contrôler notre système énergétique. Donc en fait, il y a plusieurs guerres. Oui. Il y a plusieurs guerres qui se cumulent, mais qui sont associées, puisqu'en fait, l'Allemagne est aussi en liaison avec les Américains, même si aujourd'hui, la destruction de Nord Stream 1 et Nord Stream 2 crée des tensions entre les États-Unis et l'Allemagne. Alors ça, donc, c'est une question également, Fabien Bouglet. Est-ce que finalement, il y a vraiment des tensions? Est-ce que ce sabotage des gazoducs Nord Stream 1, Nord Stream 2, qui peut venir finalement des Américains, puisqu'on avait déjà travaillé sur ce sujet, un faisceau d'indices peut nous diriger vers ce pays qui, en tout cas, est le seul vraiment y tirer des intérêts directs. Mais est-ce que finalement les Allemands vont vraiment tenir rigueur? Est-ce qu'on a l'impression que les Allemands vont tenir rigueur aux Américains de cet éventuel sabotage En tout cas, ce que l'on peut observer, c'est que politiquement, il y a une énorme contestation populaire contre les gouvernants allemands, contestation populaire, un peu une sorte de crise à la gilet jaune en Allemagne. Qui ressort. Donc, effectivement, vous avez raison, il y a la différence entre le pouvoir politique et la compréhension par le peuple ou l'industrie. Parce qu'il faut quand même pas oublier une chose fondamentale, qui a été rappelée d'ailleurs dans cette émission, c'est que à partir du moment où vous sabotez le système énergétique et que vous créez une surenchère sur la valeur de l'énergie et de l'électricité, vous créez une distorsion considérable et une problématique considérable sur le coût de la production industrielle. Et donc, vous avez des industries qui ne peuvent plus fonctionner et qui se retrouvent dans une dérive inflationniste qui fait qu'ils sont obligés de fermer les usines parce que le coût de production coûte trop cher. Ça peut arriver d'ailleurs aussi en France. C'est toute la raison pour laquelle les pères du nucléaire français, Pierre Messmer, De Gaulle et toutes ces personnes prévoyantes, il y a 50 ans, Clémence Odiakova, 50 ans. Mais non, mais il faut quand même le dire. Nous allons fêter les 50 ans du plan Messmer et nous fonctionnons avec 70% de notre électricité d'origine nucléaire depuis ce temps-là. Ces gens-là, ces gouvernants étaient d'un autre calibre et d'une autre stature que ceux qui demandent à mettre des cols roulés pour pouvoir lutter contre la crise énergétique en France. Mais qui sont les imbéciles que nous avons au pouvoir? Je suis désolé de le dire. Professeur Furfari, je vois que ça vous fait rire également, professeur Furfari. Eh oui, ça me fait rire. Je ne ris pas de M. Bouclet, je me fais rire devant l'énormité de la politique qui a été menée de manière vraiment inconsidérée. Je dis, depuis quelques jours, je le répète à mes amis, c'est une honte. En arriver là où nous sommes, c'est honteux. Parce que nous allons vivre un hiver terrible avec un manque d'énergie, alors que l'énergie est abondante dans le monde. C'est vraiment une erreur stratégique, politique majeure de l'Union européenne. Je ne dis pas de la Commission européenne, je dis de l'Union européenne. Parce que c'est vrai que l'Union européenne est dirigée par l'Allemagne, comme l'a dit M. Bouclet, et c'est eux qui sont à la manœuvre. C'est eux qui sont à la manœuvre depuis longtemps. D'ailleurs, un clin d'œil. Vous connaissez une entreprise pétrolière allemande? Non, hein? Ça n'existe pas. Et donc, c'est pour ça qu'eux veulent sortir des énergies fossiles, parce qu'ils sont nulle part dans le monde dans ce domaine. Pour eux, il n'y a plus que les énergies renouvelables, et ils nous ont menés dans une catastrophe. Or, le monde entier est en train de faire l'inverse de l'Union européenne. Hier et aujourd'hui, en Israël, il y a des grosses discussions avec le Liban. L'envoyé spécial de M. Biden, M. Amos Hochstein, se trouve là en train de discuter avec le président Aoun pour essayer de voir comment faire pour qu'il n'y ait pas de tension entre le Liban et Israël, parce que Israël est prêt à produire du gaz dans le gisement de Karish. Et les Libanais ne veulent pas pour des raisons de frontières maritimes. Qu'est-ce que
Ça signifie que dans le reste du monde, on est en train de faire ce qu'on aurait dû faire depuis toujours, développer nos propres énergies. C'est quand même incroyable que la France et d'autres pays importent du gaz de schiste américain et qui continuent à dire que ça pollue. Mais c'est de la folie. Ouais. Et donc, la solution doit être non pas de continuer à discuter comme on est en train de le faire, parce que ça c'est utile pour expliquer. Il faut revenir au rationnement, à une position rationnelle. Que pouvons-nous faire? Produire du gaz en Europe. Il y en a. Produire du gaz de schiste en Europe. Il y en a. Relancer le nucléaire, parce qu'on n'en sortira pas dans le monde entier sans énergie nucléaire. Il nous faut de l'énergie de des réacteurs de quatrième génération. Et arrêter de penser qu'on va faire des économies d'énergie. Ça, c'est impossible. Les économies d'énergie, c'est très bien, mais c'est totalement insuffisant dans un monde qui est en pleine croissance. Et si vous faites des économies d'énergie, qu'allez-vous faire avec votre argent? Vous allez l'enterrer dans le jardin? Oui, non mais alors ça, c'est un autre problème un petit peu plus vaste. Oui. Donc, parler de sobriété, c'est vraiment se moquer du monde. Il faut bien, Clémence Odiakova, et j'attire, il faut bien écouter le mot, parce que le mot sobriété, c'est le mot en réalité pénurie. Oui, c'est la façon politiquement correcte de parler des pénuries d'électricité qu'on veut imposer à nos concitoyens, mais aussi qu'on veut imposer à nos entreprises, parce que c'est ça qui est beaucoup plus grave. C'est que la situation de pénurie énergétique artificiellement créée, comme à la Révolution française, on avait créé une pénurie de farine. On est en train de créer une pénurie artificielle par les spéculateurs, en particulier, pas seulement. Les spéculateurs, ils profitent du système, alors que nous avons tout ce qu'il faut. On l'a dit depuis des années, ça fait 20 ans qu'on dit attention, il faut développer le nucléaire en France, il faut entretenir nos centrales. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fermé une centrale nucléaire toute neuve que j'ai visitée il y a quelques mois et qui est Fessenheim. Et en fait, on est en train de vouloir tout ça pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire du type association des gigawatts qui prône la décroissance, on va décroître. En fait, ces gens-là, ils veulent que la France et que l'Union européenne se transforment en pays du tiers-monde. En réalité, c'est ça leur objectif. On va se transformer dans un pays de bougies. Alors quand il y a Monsieur Mélenchon qui nous dit on va supprimer le nucléaire, alors qu'est-ce que va faire la France? On va faire des entreprises de bougies. Qu'est-ce qu'on va faire des 400 000 emplois? On va faire des usines de bougies pour éclairer. Ça n'a aucun sens. Ces gens-là veulent appauvrir la France. Ils veulent la destruction de la France, la destruction politique. Et une fois que ce sera fait, eh bien, on n'aura plus de système politique. Et donc, en réalité, la nouvelle résistance des temps modernes, c'est incroyable ce que je vais vous dire, mais la nouvelle résistance des temps modernes, c'est une résistance énergétique. Moi, je l'ai bien compris dans la question du combat sur l'éolien et maintenant du combat pro-nucléaire, puisque je suis un pro-nucléaire que je n'étais pas auparavant, que je suis devenu vraiment en écrivant mon livre parce que j'ai pris conscience de l'enjeu. En réalité, la résistance des temps modernes dans cette guerre qui suppose différents enjeux, c'est une résistance de la défense de notre système énergétique. Parce que souveraineté énergétique finalement. Sans énergie, pas de souveraineté énergétique, pas de souveraineté économique et surtout pas de souveraineté politique. Un contrôle total sur et on devient dans ce cas-là esclave. On devient un pays esclave des fournisseurs d'électricité. Et la France, et c'est pas un hasard, parce que il s'avère que j'ai rencontré sa petite fille, qui est l'ancien ministre de Messmer, qui a été ministre de la Défense et qui a déployé le plan Messmer. Lui, son ministre, c'était Robert Galet. Il a été un des grands résistants et il a fait la bataille au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, nos gouvernants de l'époque, des années 60-70, ils avaient dans leur ADN le combat militaire qu'ils avaient vécu contre l'Allemagne, qui était un combat de souveraineté, Et donc, ils avaient parfaitement compris que, en maintenant un système énergétique puissant, fort, comme le nucléaire, eh bien, ça permettait d'éviter et de résister contre cette mentalité allemande
qui veut toujours mettre en esclave ses voisins, comme on a eu l'occasion de le voir dans l'histoire de France. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus une guerre à proprement parler militaire que nous vivons. C'est une véritable guerre économique et qui est une véritable guerre énergétique. Et c'est ça qui est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il se joue, mais c'était justement la question à laquelle je voulais arriver, en fait, que je vous ai déjà posée, mais je la repose, puisque je voudrais une réponse plus claire sur le sujet. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il se joue en ce moment une guerre par procuration sur la scène ukrainienne, mais sur ces enjeux énergétiques, rappelons tout de même que le gaz américain, le GNL, ne se serait jamais vendu autrement. Professeur Furfari. Le gaz GNL se vend depuis longtemps en France. Oui. Le gaz GNL américain se vend depuis longtemps en France. Oui, mais pas du tout dans les mêmes proportions. Peut-être, mais les États-Unis vendent du gaz de schiste depuis maintenant environ 7-8 ans. Donc ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Bien entendu, si on coupe les 170 milliards de gaz qui viennent de Russie, il va falloir acheter plus de gaz ailleurs, et notamment aux États-Unis. Et donc c'est normal que les États-Unis se frottent les mains dans cette situation en disant on va leur vendre plus de gaz. Et d'ailleurs, vous savez qui est en train d'investir massivement au Texas? Les Arabes, Aramco. Aramco est en train d'investir massivement au Texas pour pouvoir exporter du gaz de schiste vers l'Europe. Et donc on en arrive à vraiment une folie où on continue à dire en Europe on n'a pas besoin de gaz de schiste parce que ça pollue, et les Arabes vont investir au Texas pour pouvoir nous vendre du gaz de schiste. Mais c'est temps de redevenir un peu sérieux là. Et donc il y a une guerre par procuration. Mais de nouveau, nous sommes les coupables. Il n'y a personne qui nous dit de nous tirer une balle dans le pied. Nous l'avons fait, nous sommes les coupables et les autres en profitent. Il ne faut pas voir aux Américains, ils en profitent. Oui, bien sûr, non, mais vous avez raison de le rappeler. Mais qu'on perçoive bien les enjeux de chacun. Fabien Bouglet pour terminer. Oui, non, c'est intéressant parce que on parle d'un côté du fait que on veut pas l'exploitation du gaz de schiste en France. Bon, donc parce que c'est polluant, donc on accepte de l'acheter aux États-Unis, donc de délocaliser la pollution en France. Donc c'est une hypocrisie incroyable. Mais il y a l'autre jour pire, c'est le Parlement européen qui a quand même considéré que pouvait être considéré comme vert ou potentiellement intéressant la production d'hydrogène avec du charbon ou du gaz, c'est-à-dire de l'hydrogène carboné et fossile. On se tape sur la tête. C'est-à-dire qu'on est dans une incroyable contradiction où on en vient à dire qu'on peut faire de l'hydrogène avec du charbon et du gaz. Alors qu'en réalité, le seul hydrogène, donc ce gaz hydrogène vraiment intéressant, pur et décarboné, si on est dans un système de décarbonation, c'est l'hydrogène qui vient des centrales nucléaires. Donc, il y a vraiment là actuellement une situation ubuesque dont nous sommes, enfin dont nous, pas nous citoyens, mais dont nous gouvernants, sont les seuls responsables. Ce sont des incompétents, je le redis, parce que je pense que le mot est trop faible. Ils sont coupables par leur absence d'anticipation et leur absence de stature, de vision à long terme, plutôt que de s'occuper à court terme de savoir comment on va remplacer nos cravates et nos chemises par des cols roulés. D'ailleurs, ni l'un ni l'autre, vous êtes en col roulé. Je suis très choquée ce matin. Je voudrais vous poser une dernière question, c'est peut-être plus pour professeur Furfari, concernant, puisque c'est vraiment notre actualité, je pense que tous les Français l'ont déjà vécu ce week-end, cette pénurie d'essence, alors qui est a priori liée seulement à une grève des raffineries de ExxonMobil et je ne sais plus quelle entreprise. Donc finalement, Total Energy, voilà. Est-ce que c'est seulement ça? Parce que tout ça s'accumule, en fait. On a la pénurie, comme vous dites, organisée presque d'une certaine façon, de l'électricité, du gaz et désormais, en plus, du carburant, de l'essence. Professeur Furfari, comment vous expliquez-vous? C'est uniquement une question sociale dans le domaine des raffineries. Il faut savoir que le pétrole, il n'est pas utilisable si il ne passe pas dans une raffinerie d'abord. Et en Europe, on est en train de fermer les raffineries, en France notamment, pour des raisons environnementales. On n'arrête pas. Et puis, les investisseurs se disent, on nous dit qu'on n'a pas besoin de pétrole, qu'on va tout faire avec
des éoliennes et des biocarburants, donc on n'a pas besoin d'investir ici. Et donc il y a une pénurie de raffineries en Europe, et ça va aller de mal en pis. Mais il faut répéter et répéter et répéter que le pétrole est hyper abondant dans le monde, qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Le pétrole peut couler partout où on veut l'acheter. Il n'y a pas de problème. C'est simplement une mauvaise gestion de système de raffinage et des problèmes sociaux. Oui. Oui. Vous aviez quelque chose à ajouter là-dessus, Fabien Bouglet ? Non, je dirais que c'est tout à fait exact. Je pense que la question de l'accès au pétrole pour le citoyen n'est pas un enjeu lié à cette guerre énergétique, et elle est liée plutôt à un problème social qui est lié au fait que, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'a vu avec la centrale au charbon, on s'est rendu compte que ils avaient licencié des salariés de la centrale au charbon et ils leur ont fait un pont d'or. Parce que le prix spot de l'électricité étant très élevé, ils peuvent se permettre de payer plus fortement et donner des primes aux personnes qu'ils avaient licenciées quelques mois auparavant pour les réengager à surcoût. Et je pense que les salariés de Total se disent, compte tenu des surprofits qui interviennent au niveau de Total, il faut qu'on ait une partie de la manne. Et donc, ils en profitent. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que les surprofits de Total interviennent également dans un contexte où Total bénéficie du tarif ARENH, qui est la possibilité pour Total d'acheter à prix cassé le prix d'électricité à EDF et de récupérer la marge d'EDF. Donc, on a d'un côté Total qui fait des surprofits et de l'autre côté EDF qui fait des pertes abyssales du fait de son obligation de donner de brader, de liquider 27% de sa production nucléaire à ses concurrents, ce qui est quand même une folie incroyable. Et Total qui profite des tarifs d'ARENH d'EDF. Ouais, c'est très intéressant tout ça. Merci beaucoup à vous deux et pour ce dernier point sur la pénurie d'essence qui nous concerne tous. Et puis toute cette table ronde sur les enjeux énergétiques. Je rappelle, Fabien Bouglet, vous êtes expert en politique énergétique et vous avez écrit ces 2 livres, Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher, Nucléaire, les vérités cachées également aux éditions du Rocher. Et professeur Furfari, professeur en géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles et docteur en sciences appliquées. Merci beaucoup à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.